En manchette, la députée Catherine Fournier invite les jeunes à agir. Le calme et la sérénité règnent au village sur glace de Roberval. Bonjour et bienvenue à ce web journal du 1er février. C'est Yves Laflamme qui remplacera Richard Garneau à titre de président et chef de la direction chez Produits forestiers résolus. M. Garneau, qui quitte pour la retraite, occupait le poste de PDG au cours des 7 dernières années. Le conseil d'administration et le président régional de la CSN, Angelbert Côte-Noire, a par ailleurs appuyé avec enthousiasme le choix de Yves Laflamme pour lui succéder. Il est connu à l'intérieur par rapport à nos syndicats, par rapport à nos conseillers syndicaux. Et dans le passé, les relations ont été très bonnes avec lui, ont été très constructives. Une mère de famille a été arrêtée à Chicoutimi-Nord la nuit dernière. La dame de 43 ans est allée festoyer au bar, laissant seul son fils de 10 ans. Elle a reçu la visite des policiers qui lui avaient fortement suggéré de prendre un taxi. Cependant, la dame a pris sa voiture pour rentrer à la maison. L'automobiliste de 43 ans avait plus de 2 fois la limite permise d'alcool dans le sang. Le ministre de la Santé, Dr Gaétan Barrette, devrait démissionner selon la présidente du syndicat des intervenants et intervenantes de la santé du Nord-Est québécois, Nathalie Savard. Elle affirme que la situation n'a jamais été aussi pire que depuis l'arrivée du Dr Barrette à la tête du ministère. Philippe Lheureux, la déclaration d'hier du premier ministre Couillard a déplu à Mme Savard? Oui, rappelons que le premier ministre Couillard avait dit qu'il ne savait pas comment changer les problèmes dans le système de santé actuel et qu'il demandait des suggestions aux infirmières et autres professionnels du système de santé. Et il disait également tout de même qu'il avait rempli ses conditions de la dernière convention signée en offrant plus de postes à temps plein. De son côté, Mme Savard, lorsque joint au téléphone, elle qui est en assemblée sur la Côte-Nord, trouvait le tout inacceptable et elle croyait que le Dr Barrette devrait se faire montrer la porte s'il ne donne pas sa démission. Elle a également qualifié le premier ministre de déconnecté et pour utiliser ces mots, il ne sait pas comment ça se passe, peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'il est allé dans un hôpital. Elle a ajouté, pour le côté des postes à temps plein, que 196 postes n'avaient pas été affichés, donc rien pour aider le manque de personnel. Et puis, Philippe, quelles seraient les suggestions de la présidente? Bien, elle voudrait plus de postes à temps plein, donc comme promis dans la Convention, en plus d'augmenter le nombre d'équipes de base et donc de donner une plus grande stabilité dans le réseau de la santé. Elle m'expliquait que certains infirmiers, infirmières et autres professionnels avaient à faire du temps plein, du temps supplémentaire après leur quart de travail. Ils y étaient même obligés. Puis, est-ce qu'il y a des discussions qui ont été entamées avec le ministère? Bien, Mme Savard disait qu'il y avait des comités au niveau national pour discuter avec le gouvernement et le ministère des nombreuses problématiques. Elle me disait que le principal problème était que les hôpitaux étaient sous-budgétés. Puis, Mme Savard, que pense Mme Savard de la publication Facebook d'une infirmière très épuisée? Oui, bien, justement, ce message d'une infirmière qui allait directement au ministre Barrette, bien, elle croit que c'est un très bon moyen de faire voir les nombreux problèmes dans le réseau de la santé et que, justement, ça devrait aider à régler ces problèmes. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. La plus jeune députée à être élue à l'Assemblée nationale était de passage dans nos studios. En plus de travailler à temps plein et à titre de députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier a aussi trouvé le temps d'écrire un livre intitulé « L'audace d'agir », publié en novembre dernier. Ma collègue Camille Lacroix s'est entretenue avec elle un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, Madame Fournier. Bonjour. Vous avez écrit un livre sur les jeunes et leur audace d'agir en société. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Bien, en fait, moi, j'ai été élue, ça fait pas très longtemps, ça vient tout juste, je viens tout juste de fêter mon premier anniversaire là, comme députée de Marie-Victorin. Et lorsque j'ai été élue, donc, j'ai été la plus jeune femme de l'histoire à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Puis pour moi, c'était une grande fierté, mais je me disais aussi que ça venait avec des responsabilités. Puis j'avais envie de lancer, par mon arrivée à l'Assemblée nationale, un appel aussi à l'engagement des jeunes en politique de façon générale. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux concrétiser cet appel-là, faire en sorte que ma génération, notre génération des milléniaux, prenne davantage sa place partout dans les sphères de la société, mais aussi spécifiquement en politique. Alors, c'est comme ça qu'a commencé à germer l'idée de l'écriture de mon livre. Et vous avez écrit ce livre en seulement 8 jours.
Où est-ce que vous êtes allé chercher cette motivation malgré un horaire chargé, probablement? Oui, effectivement, la vie de députée, ce n'est pas de tout repos, mais justement, ça faisait longtemps donc, que je pensais à ce projet-là. Donc, dès le mois de décembre 2016, j'ai commencé à amasser de l'information, à faire de la recherche. Je ne savais pas trop si ça allait finalement aboutir comme projet, mais l'année dernière, donc cet été, j'ai eu des vacances pour la première fois depuis très longtemps. Alors, je me suis dit, si je veux que ça réussisse, ça ne pourra pas arriver dans mon quotidien, je n'aurai pas le temps d'écrire, alors il faut que je m'y consacre vraiment à 120 %. Donc, pendant justement 8 jours, pendant mes vacances d'été, je me suis levée extrêmement tôt, je me suis couchée très tard aussi. J'ai fait des heures et des heures de rédaction pour mon premier jet, finalement, qu'effectivement, j'ai réussi à écrire en 8 jours. Mais il faut savoir qu'il y avait un très gros travail qui avait été fait au préalable avec ma recherche. J'avais tout monté, la structure aussi. Donc, maintenant, il restait la rédaction. Puis, par la suite aussi, j'ai continué à enrichir là, mon premier manuscrit et à faire des modifications, bien évidemment. C'est quand même un long processus, écrire un livre, là, malgré tout. Et donc, aller chercher l'information, c'était assez complexe. Vous êtes pris comment, en fait? Mais en fait, je savais quel sujet je voulais aborder, donc j'ai fait beaucoup de lectures. Moi, j'adore pouvoir lire, tout ça, donc plusieurs livres, plusieurs recherches aussi. À l'Assemblée nationale, on a accès à la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui nous fournit beaucoup de documentation, donc ça m'a beaucoup aidé évidemment, là, dans ma recherche puis dans l'écriture de mon livre. Et les jeunes sont de plus en plus désintéressés à la politique. Pensez-vous être capable de renverser cette tendance-là? J'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est un mythe. Je crois que les jeunes sont intéressés par la politique, mais peut-être pas de la façon dont elle est faite actuellement. Donc, même s'il y a un intérêt, ça ne se traduit peut-être pas en vote, par exemple, dans les urnes lorsque les élections sont déclenchées, ou encore dans le militantisme des partis politiques, parce qu'il faut reconnaître que l'âge moyen des membres des partis politiques augmente. Par contre, moi, quand je parle aux jeunes, puis j'ai commencé à faire cette tournée-là, et visiblement, il y a un intérêt, mais souvent, les jeunes se sentent peu outillés pour bien comprendre la politique, sentent qu'ils manquent de repères, ne savent pas trop comment l'analyser, comment se faire une idée. Donc, je pense que c'est cette information-là qu'il faut davantage diffuser. Et aussi, peut-être, écouter les jeunes pour savoir de quelle façon ils voudraient que la politique soit faite maintenant et donc pouvoir la changer. Mais pour ça, moi, c'est pour ça que j'invite les jeunes à venir en politique parce que c'est avec cet apport que la politique va pouvoir réussir à changer aussi à notre image. Et dans le dernier chapitre, vous incitez les jeunes à s'impliquer, à s'engager. Est-ce que vous pensez que le 1er octobre, il va y avoir plus de jeunes qui vont être impliqués en politique? Alors ça, je l'espère. C'est vraiment le message principal que je lance depuis le début de ma tournée. C'est vraiment le 1er octobre prochain, c'est quand même une élection très décisive pour l'avenir du Québec. On va voter pour le prochain gouvernement qui va être là pendant 4 ans jusqu'aux prochaines élections à date fixe. Puis ça va avoir des impacts encore beaucoup plus longs que les 4 années auxquelles ils vont être au pouvoir. Alors, c'est le temps de choisir la vision de la société que l'on souhaite. Et pour ça, les jeunes, on peut s'impliquer, on peut faire une différence dans l'issue du vote parce qu'on est presque un tiers de l'électorat. Il ne faut pas l'oublier, on pense que notre poids démographique il est très bas, mais au contraire, là, bientôt, on va même être la génération majoritaire au Québec. Alors, il faut prendre ce pouvoir-là et changer les choses grâce à lui. Et quand vous parlez d'engagement, est-ce que c'est seulement dans un parti politique? Non, c'est ça aussi que j'explique, c'est que la politique, en général, c'est beaucoup plus large que seulement le militantisme au sein d'un parti politique. On n'a pas besoin d'être député non plus pour faire la politique, ça, il faut le reconnaître. On peut être militant, on peut être bénévole, oui, dans un parti, mais aussi ailleurs. Un jeune, par exemple, qui s'intéresserait à l'enjeu environnemental et qui voudrait s'impliquer, par exemple, dans un groupe comme Greenpeace, qui met de la pression sur les décideurs politiques, bien, ça aussi, c'est faire de la politique. S'impliquer dans une association étudiante, évidemment, c'est faire de la politique aussi. Donc, il y a toutes sortes de manières de pouvoir s'impliquer dans les différentes sphères de la société qui relèvent d'un pouvoir décisionnel comme la politique ou d'autres choses. Mais ce que je trouve important, c'est de lancer le message qu'on est capable de faire une différence dans la société, puis que c'est important de s'engager, peu importe la cause qui nous interpelle. Commencer par des petites actions. Oui, tout début. à fait. Des petites actions individuelles, mais aussi, il ne faut pas nier l'impact des actions collectives. Puis c'est pour ça aussi que la politique, pour moi, ça m'apparaît très important qu'on puisse l'investir, parce qu'on a beau agir tout seul, de chacun de notre côté dans certains domaines, par exemple en posant des gestes plus éco-responsables, tout ça, mais il n'y a jamais aucune décision qui sera aussi importante que celle qui serait prise pour l'ensemble de la société. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Et vous abordez beaucoup l'indépendance du Québec. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui rejoint les jeunes? Mais je pense que les jeunes ont soif d'apprendre sur la question nationale, sur la question de l'indépendance du Québec, parce qu'on n'a pas grandi dans un contexte où cette question-là était très présente, là, il faut se l'avouer. Moi, par exemple, j'avais seulement 3 ans lors du dernier référendum. Donc, on n'a pas vécu tous ces débats-là de société. Alors, c'est important, moi, je pense qu'on puisse se faire une tête, quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre, puis qu'on puisse
prendre position. Alors moi, bien sûr, je suis indépendantiste, donc je présente les raisons dans mon livre pourquoi je crois qu'on gagnerait à être un pays indépendant. Mais je pense que le débat devrait se faire et je pense visiblement qu'il y a cette soif-là d'en apprendre plus et je me fais constamment poser des questions lorsque je fais ma tournée dans les classes. Eh bien, merci beaucoup, Mme Fournier, d'avoir été avec nous. Et ça fait très plaisir. Donc, Mme Catherine Fournier, députée péquiste et auteure du livre « Audace d'agir ». 2 motoneigistes ont été blessés hier soir à Alma. Ils circulaient dans un sentier fédéré à proximité du 3055 avenue du Pont-Sud lorsque le premier motoneigiste a perdu la maîtrise de son véhicule. L'homme a été éjecté de sa motoneige et a été gravement blessé. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, l'alcool pourrait être en cause dans l'accident. Dans le cadre de la 30e campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, des élèves de l'école Sainte-Lucie à Arvida, en compagnie de la mascotte Bubus et d'autres partenaires de l'activité, ont sensibilisé les automobilistes à l'importance de demeurer vigilants. Encore cette année, les premiers automobilistes à avoir eu une conduite sécuritaire dans la zone scolaire ont reçu une paire de billets pour assister à un match des Saguenay-Chicoutimi. Andréane Vallée y était. C'est à l'école primaire Sainte-Lucie, dans le secteur d'Arvida, que la commission scolaire de la Jonquière, en collaboration avec la sécurité publique de Saguenay, ont tenu un barrage routier hier après-midi afin de sensibiliser les automobilistes du secteur à respecter le code de la route en présence d'autobus scolaires. Le tout a été fait dans le cadre de la campagne M'as-tu vu?, campagne annuelle de sécurité en transport scolaire. Le porte-parole de la sécurité publique de Saguenay précise que cet endroit n'a pas été choisi au hasard. Le matin, effectivement, lorsqu'on est dans un quartier, les gens s'imaginent parce qu'on est devant une école, même quand l'autobus arrête puis qu'on doit s'arrêter, s'immobiliser quand même. Mais oui, il y a une problématique ici, comme bien des endroits dans la ville, dans les quartiers. On dirait que les gens s'imaginent que vu qu'on n'est pas sur la grande route, que l'autobus est arrêté là pour les élèves, ne doivent pas s'arrêter. Mais non, le règlement est là, c'est clair. C'est accompagné de la conseillère municipale et responsable de l'arrondissement Jonquière, Julie Dufour, que 4 enfants de l'école primaire ont remis des billets pour les Saguenayens-Chicoutimi aux automobilistes qui avaient une conduite sécuritaire en zone scolaire. Julie Dufour mentionne d'ailleurs ce qui est important de faire en présence d'autobus. Faire attention à nos enfants, respecter les limites de vitesse, écouter les chauffeurs d'autobus, surtout s'assurer de respecter aussi les règles au niveau de nos brigadiers. On rappelle que des amendes pouvant aller jusqu'à 300 $ et une perte de 9 points d'inaptitude peuvent être les sanctions si ces règlements ne sont pas respectés. D'autres activités de prévention sont prévues cette semaine dans les écoles primaires de Saguenay, dont une vidéo qui sera présentée aux élèves. C'était Andréane Vallée, ATM Nouvelles, Saguenay. Pour une 2e année consécutive, le jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique sera de retour au Festival Regard sur le court-métrage qui se tiendra du 14 au 18 mars à Saguenay. Les gagnants des 2 principales catégories pourront avoir accès au processus de sélection des Oscars. François Gionnet, ces 2 éléments confirment la notoriété du festival dans le monde du court-métrage. Oui, tout à fait, Simon. Le retour du jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique, ainsi que la possibilité pour les 2 gagnants du Grand Prix national et du Grand Prix international de faire partie du processus de sélection des Oscars, viennent encore confirmer le positionnement, ou du moins la notoriété, comme vous dites, du Festival Regard dans le monde du court-métrage. Par exemple, l'année dernière, le film du réalisateur américain Reed Van Dyke était parti de Regard avec une mention spéciale dans la catégorie Grand Prix international pour son film Del Cab Elementary. Et comme de fait, sa nomination vient tout juste d'être officialisée pour les Oscars. Regard est aussi un des rares événements de court-métrage à recevoir le jury de la presse cinématographique. Cette année, donc, ce jury sera composé de l'Israélien Shai K. Segev, de la Canadienne Anne Brody, ainsi que du Français Léo Socento. Ils devront sélectionner un lauréat parmi les films nationaux en compétition. Donc, si je comprends bien, le Regard a annoncé officiellement son jury. Oui, tout à fait, Simon. Jury officiel qui sera composé, entre autres, du comédien québécois Marc-André Grondin, qui est évidemment connu pour son rôle dans Crazy du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, ainsi que pour son rôle dans la série télé L'Imposteur. L'année dernière, Grondin était censé participer au Festival Regard afin de donner une classe de maître, mais malheureusement, il n'avait pas pu participer en raison du décès de son père. La productrice Kim McCraw ainsi que la directrice du volet du court-métrage du Palm Spring Film Festival, Liliana Rodriguez, feront également partie du jury officiel. La directrice de la programmation du Festival Regard, Mélissa Bouchard, se dit très satisfaite du jury officiel. On peut l'écouter à l'instant. On allait chercher un jury qui était vraiment plus proche, très cinéphile, très consommateur de cinéma d'auteur. Et puis François, en terminant, à quoi devront
s'attendre les gens pour la 22e édition? Eh bien, Simon, selon Mme Bouchard, ce sera une année très chargée du côté des films internationaux. Elle dit également que des invités de marque seront présents tout au long de la fin de semaine. Et elle dit également, finalement, qu'il y aura un achalandage fort durant le festival. Donc, on rappelle les dates, 14 au 18 mars prochain à Jonquière et à Chicoutimi. Merci, François. Au plaisir. C'est demain que le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais, donnera sa réponse à savoir si oui ou non il briguera l'investiture pour le Parti québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. La semaine dernière, M. Maltais avait affirmé qu'il était en sérieuse réflexion afin de succéder à Alexandre Cloutier qui quittera la vie politique à la fin de son mandat. En octobre dernier, le syndicaliste s'était présenté sous la bannière du Bloc québécois lors de l'élection partielle fédérale de Lac-Saint-Jean, où il avait été arrivé 3e. Le chef originaire de Roberval, Pierre-Laurence Valton-Simard, cuisinera pour le plus grand dirigeant mondial lors du sommet du G7, les 8 et 9 juin au manoir Richelieu dans Charlevoix. Le chef d'à peine 35 ans prépare minutieusement le menu qu'il présentera aux convives. Il compte faire découvrir aux dirigeants mondiaux les produits régionaux et le travail des artisans locaux. Pour lui, cet événement est l'occasion idéale de mettre en lumière. On l'écoute. Alors, c'est une belle vitrine pour mettre en valeur les produits régionaux. Je pense que pour venir les apprendre, il faut venir dans Charlevoix pour découvrir les producteurs. C'est tous des petits producteurs la plupart. Questionné sur le défi qui l'attend après le sommet du G7, le chef fait plutôt référence au présent. Il mentionne que les défis quotidiens en cuisine qu'il prend jour après jour. Depuis 2002, le village sur glace de Roberval prend vie au début janvier jusqu'à la mi-mars sur la glace du lac Saint-Jean. Cette année, plus de 135 maisonnettes sont sur le site. Même si le nombre d'habitations a diminué au cours des dernières années, une ambiance joyeuse y règne encore. Mon collègue Emmanuel Renaud et le caméraman Vincent Desbiens se sont rendus à Roberval pour nous faire découvrir cet attrait touristique. Voici leur reportage. Situé près de la Pointe-Scott à Roberval, le village sur glace propose de multiples activités hivernales. Chaque jour, des centaines de personnes se rendent sur les glaces dans le but de faire de l'exercice. En fait, le site en soi, c'est vraiment pour les activités en plein air. Donc, les gens peuvent venir marcher, les gens peuvent venir patiner, peuvent venir se glisser, tout ça. Donc, le site est opérationnel pour faire à peu près tout ce qu'on veut l'hiver. Au lieu d'aller marcher, par exemple, à la ville ou s'entraîner à la maison, les gens viennent bouger, faire leur activité physique sur le site. Le maire de Roberval, Sabin Côté, explique que le village est un bon moteur pour le tourisme dans la ville. Donc, on intervient en subvention directe, puis on intervient également avec des prêts de main-d'œuvre et d'équipement au niveau des travaux publics. Donc, si on veut, c'est un service qu'on offre à la communauté et ça se veut aussi une plateforme de développement récréo-touristique hivernal. Pour entretenir le village, plusieurs employés et bénévoles sont à l'œuvre 7 jours sur 7 depuis plusieurs semaines. C'est le cas de M. André Bouchard. Moi, j'arrive le matin à 5h30, 6h. J'ai la chenille qui est là, j'ai un tracteur, on a une Zamboni. Les employés arrivent, il y en a un qui prend la Zamboni, l'autre la chenille. Je veux dire, moi, je m'occupe plus des machineries, sûr. On a un tracteur aussi. Fait qu'on ouvre le site, gratter la piste à pied, que ce soit le sentier pédestre, qu'il soit marchable, comme c'est beau, tout le temps de main. M. Bouchard est en poste même les fins de semaine, alors qu'il peut être bien tranquille dans sa cabane. J'ai une maisonnette ici. Fin de semaine, ma blonde vient, on se fait des soupers, on déjeune à la maisonnette, on marche, on rencontre nos amis, puis pas de problème. Puis je travaille en même temps, on a tout le temps nos radios. S'il arrive un pépin, quelque chose, une gratte, on se lève, on va travailler un peu. Plusieurs résidents du village sur glace viennent y passer du temps chaque jour. Madame Rolande Fortin-Rainville vient marcher à tous les jours pour aller ensuite relaxer dans sa cabane. On vient marcher, on vient profiter de la cabane. On ne dort pas parce que c'est trop froid, mais vraiment, chaque personne a organisé la cabane pour avoir du monde. Puis en plus, on emmène nos invités. C'est ça qui fait que le village grossit de plus en plus. Madame Fortin-Rainville a été l'une des premières résidentes du village lors de sa création en 2002. Elle a même reçu un certificat de colonisation du village. Elle souhaite que le village continuera encore bien longtemps. Bien, la plupart qui vont venir encore avec la cabane, c'est parce que les parents n'avaient eu une cabane. Puis je trouve tellement que c'est quelque chose qui doit rester, là.
Encore beaucoup d'activités sont à venir au village sur glace de Roberval, et ce jusqu'à la mi-mars, ou jusqu'à ce que la neige et la glace redeviennent en eau. Emmanuel Renaud, ATM Nouvelles, Roberval. L'humoriste Danick Martineau ressent encore des papillons d'excitation dans le ventre avant de monter sur scène, malgré le fait qu'il ait participé à plusieurs festivals et spectacles au cours de sa jeune carrière. C'est ce qu'il a confirmé à mon collègue William Tremblay dans une entrevue pour son numéro à la finale locale de Cégep en spectacle qui aura lieu ce soir à la salle François Bassard. On l'écoute. Bonjour Danick, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Donc ce soir, tu participes à Cégep en spectacle. Tu n'en es pas à ta première participation sur scène, à ta première présence. Est-ce que tu ressens encore les papillons quand tu montes sur les planches? Ben, je te dirais que les papillons, dans le sens j'ai hâte, je suis content d'être là, oui. Mais si on parle de papillons, plus côté stress, je te dirais que je gère ça assez bien. En fait, j'en ai pas vraiment. Peut-être un petit 2 minutes avant de rentrer sur scène, quand j'entends la foule, là, le stress embarquer un peu. Mais c'est un beau stress. Mais pour ce qui est de moi, en ce moment, mettons, quelques heures avant le spectacle, non, je suis pas stressé. Mais côté papillon de si j'ai hâte, oh ouais, ça, il y en a beaucoup à chaque fois. Là. Puis tu as participé souvent à des festivals, des premières de spectacles d'humoristes. Pourquoi tu as décidé de participer à Cégep en spectacle, une compétition qui est peut-être un spectacle qui est peut-être un peu moins glorieux? Oui, ben c'est sûr que c'est moins professionnel, peut-être comme spectacle. Tu sais, c'est des jeunes qui vont là pour exercer leur passion. Mais par exemple, c'est tout le temps mon préféré, personnellement. Même si c'est pas le plus gros en sens d'opportunités et tout que j'ai eu, c'est tout le temps les plus beaux spectacles. Il y a plusieurs personnes dans la salle. Hein, c'est rare qu'on a quand même des foules de 600 personnes quand je fais une première partie d'un humoriste. Et en plus, c'est tous des gens que je connais, donc la foule est incroyable. Donc moi, vraiment, c'est vraiment mes événements préférés. Donc c'est sûr qu'aussi longtemps que je vais pouvoir m'inscrire, je vais le faire assurément. Là. Et plus tard ce mois-ci, tu vas aussi faire Festi-Rire. Oui. À quoi tu t'attends avec cet événement-là? Écoute, je sais pas à quoi m'attendre. En fait, c'est pas mal le plus gros gala que je vais faire, en fait, que j'ai jamais fait de quoi de plus gros que ça, ouais, depuis le début de ma petite carrière d'humoriste. Et je m'attends à beaucoup de belles expériences, hein, avec 3 bons humoristes, Étienne Dano, Simon Gouache, Les Dion. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir. Mais là, je te dis que je suis souvent pas stressé avant mes shows. Mais ce show-là, ouais, ça risque de partir un peu, le stress. Là. Puis est-ce que tu as un humoriste qui t'inspire pour tes numéros, tes spectacles en particulier? Ben, je te dirais que j'admire tous les humoristes. J'ai pas vraiment d'inspiration. Mon inspiration, je vais la chercher dans ma vie courante de tous les jours, les idées que j'ai. Mais je les admire comme tous à leur façon. Donc, j'ai pas d'inspiration précise, tout en qu'ils soient tous ensemble mon inspiration. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Et puis, c'est quoi, selon toi, qui te démarque des autres humoristes, des autres jeunes humoristes de la relève? Je te dirais que c'est mon dynamisme sur scène. Il y en a qui sont beaucoup portés de plus en plus à aller dans l'absurde. Et l'absurde, c'est très bon, ça fait des très bons gags, mais ça l'enlève un côté dynamique qui est de la scène parce que ça fait partie du numéro. Moi, je suis très dynamique, je parle comme je te parle là en ce moment, donc je reste moi-même sur scène. Et je pense que ce petit côté-là fait que non seulement tu trouves que mes blagues sont peut-être drôles, en plus, tu as un certain sentiment d'attachement envers moi-même parce que je te parle de ma vie, des choses que tu vas te reconnaître. Donc, je pense que c'est ma plus grande force, je te dirais, en tant que jeune humoriste. Puis tu fais des présences sur scène, mais tu es aussi beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est quoi que tu préfères entre les deux? Bien sûr, je préfère la scène et les réseaux sociaux, j'adore ça aussi. C'est une belle visibilité, mais c'est pour me donner de la visibilité, pour justement pouvoir faire plus de scènes. Donc, j'adore ça, les réseaux sociaux. C'est peut-être plus facile d'atteindre des gens, d'avoir un public que sur la scène, mais j'aime vraiment mieux la réaction du public en live, en direct, parce que sur Facebook, à part des commentaires, des mentions j'aime, des vues, j'ai pas vraiment de feedback, tandis que sur la scène, c'est directement devant toi. Tu le sais si ton gag est bon ou non. Fait que des fois, ça peut être plus rough à prendre, mais j'aime beaucoup plus ça. Puis en débutant ta carrière, est-ce que tu t'attendais à autant de popularité sur les réseaux sociaux, puis à te faire inviter dans des événements comme Festival? Ben, plus jeune, je faisais des vidéos sur Facebook et j'avais atteint les 20 000 personnes qui me suivaient aussi, comme aujourd'hui. Et là, en recommençant, je pensais tout perdre et pas me rendre jusque-là. Mais je pense que j'ai trouvé une bonne façon de faire des vidéos que les gens apprécient et qui leur donnent l'envie de me suivre. Donc, non, je ne m'attendais pas à me rendre là. Mais je me rends compte de plus en plus qu'avec les efforts que je fais et le temps que j'investis, les gens apprécient. Donc, en quelque sorte, j'ai mérité là où je suis rendu. Et bien sûr, sans Facebook, je n'aurais pas fait toutes les premières parties que j'ai faites. Je n'aurais pas eu toutes les opportunités. Donc, vraiment chanceux. Là. Puis c'est quoi le moment que tu as préféré depuis le début de ta jeune carrière? Tu es encore jeune. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué? Je te dirais la première fois que j'ai fait une première partie d'un humoriste connu,
C'était Étienne Dano au ZooFest à Montréal. Et au début, je voulais un qui regarde un de mes numéros et qui me dise ce qu'il en pense parce que je l'avais déjà rencontré. Et quand il a vu que la vidéo, en une semaine, avait 100 000 visionnements, il a été quand même impressionné. Puis il m'a dit « Je t'invite à faire la première partie. » Et ça, la première fois qu'un humoriste que tu connais toi-même et que tu admires te demande de faire sa première partie, pour vrai, ça m'a... Ça va être le fun. Ouais, ça m'a rentré dedans un gros choc, couru en haut, aller voir ma mère pour lui dire ça. Pour vrai, je pense que c'est mon plus beau moment jusqu'à présent. Là. OK. Puis est-ce que tu comptes faire de l'humour ta carrière plus tard? Est-ce que oui, tu souhaiterais faire ça? Oui, c'est le but en fait. J'étudie en ATM, en radio, pour avoir un petit job de côté, si on veut. Parce que c'est c'est ça, c'est dur de percer en humour. Ouais. Il y a plusieurs humoristes à la radio aussi, donc je trouve que ça fait bien ensemble. Mais oui, vraiment, l'humour, c'est mon plan de vie numéro 1 et c'est ce qui me rend heureux, c'est ma plus grande passion. Donc, moi, dans la vie, ce que je veux, c'est être heureux. Donc, oui, je vais être humoriste à temps plein. Bien, écoute, Danick, je te souhaite une bonne chance pour ta carrière et aussi pour le spectacle ce soir. Puis merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Le parcours des filles du club de curling Riverbend d'Alma au tournoi des Cœurs Scotties a pris fin au terme de la ronde préliminaire hier, à la suite d'une défaite de 9-2 devant l'Alberta. Les représentantes du Québec ont terminé le tournoi avec une fiche de 3 victoires et 4 défaites. Emilia Gagné est devenue la plus jeune capitaine de l'histoire de la compétition. Les Janoises seront en action demain lors de la rencontre pour la 11e place. Alors, à la météo, Michael Beauchemin, ça va se refroidir cette nuit? Oui, effectivement, Simon, le temps plutôt doux fera place au froid ce soir. Il fait présentement moins 6 degrés, mais le mercure chutera durant la nuit pour atteindre moins 18 demain matin. La neige sera aussi au rendez-vous avec une température ressentie qui frôlera les moins 30 degrés Celsius. Une alerte de bourrasque de vent est aussi en vigueur dans le parc des Laurentides. La prudence est donc de mise lors de vos déplacements. Merci, Michael, et merci à vous d'avoir été là. Au revoir.